Ok. Bon, si, le mieux, c'est peut-être de commencer. Donc, bonjour. Euh, je me permets d'intervenir dans le cadre d'un webinaire concernant les gants de protection en milieu médical, que ce soit le milieu de la santé, avec des gants, aussi bien des gants d'examen que des gants. Alors, il y a quelqu'un qui me dit bonjour, je vais répondre en même temps. Euh, Voilà, que ce soit des gants, j'allais dire, médicaux, pour examen ou pour intervention, ou des gants de chirurgie. Alors, la problématique, ce sont souvent les allergies qui sont rencontrées par les professionnels de santé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de présenter la partie allergie, la partie prévention de ces allergies, et puis les alternatives techniques qui existent aujourd'hui et que l'on va essayer de développer ensemble. Donc, moi, je me permets de me présenter, hein. Dans le principe, je suis de formation, je suis pharmacien, hein, j'ai un diplôme d'état de docteur en pharmacie et un diplôme universitaire de génie biomédical concernant. Il y a longtemps que je me suis orienté vers l'environnement des dispositifs médicaux. Alors j'ai une expérience en officine, j'ai une expérience de pharmacien hospitalier aussi, de pharmacien responsable dans l'industrie pharmaceutique et puis de pharmacien dans l'univers des dispositifs médicaux depuis une vingtaine d'années, aussi bien dans une entreprise de service au profit d'environ 200 structures et établissements sociaux, établissements de santé et établissements médico-sociaux. Et puis, plus récemment, j'ai rejoint l'industrie des dispositifs médicaux au sein de la société didactique, ce qui constitue mon conflit d'intérêt dans la présentation de ce webinaire, puisque j'ai la fonction de directeur technique et scientifique chez Didactique depuis 2010. Le plan de notre intervention, ce sera, on est obligé de faire appel à des rappels sur la fabrication des gants médicaux. Alors peut-être que vous ne savez pas toujours comment ça se fabrique, les gants que vous utilisez tous les jours. Et puis ensuite, on verra qu'en fonction des procédés de fabrication, ça amène à avoir une considération sur les allergies de type 1. On verra dans quel cas et pour quelles raisons. Les allergies de type 4, qui sont un peu moins graves, entre guillemets, et qui sont gênantes pour les professionnels du chantier. Et puis on distinguera ces allergies liées purement aux gants, les irritations liées à l'environnement, aux produits annexes que vous pouvez utiliser sur vos mains, les gels hydroalcooliques, les savons, etc. Et ensuite, on regardera comment on peut diagnostiquer de façon réelle les vraies allergies aux gants, hein. Donc pour ceci, il y a des méthodologies qui sont utilisées d'ailleurs par souvent les médecins du travail, hein, la médecine du travail. Et puis, on verra aussi les alternatives proposées, les alternatives techniques, les alternatives, j'allais dire, de procédure, les alternatives de fabrication qui permettent de limiter énormément les allergies. Alors, pour la fabrication des gants médicaux, je n'ai pas précisé en début de réunion, mais vous aurez la possibilité éventuellement de poser des questions écrites par le biais du chat du webinaire. Donc, fabrication des gants médicaux. Alors, à l'origine, vous savez qu'on utilisait essentiellement des gants en latex naturel. J'insiste sur le fait que ce soit du latex naturel. Et on extrait toujours, hein, puisqu'on fabrique toujours des gants en latex. Et on en trouve d'ailleurs encore beaucoup dans l'univers du bloc opératoire, puisqu'il y a encore beaucoup de gants de chirurgie ou d'intervention qui sont utilisés et qui sont en latex. Pour des raisons, j'allais dire, de dextérité des praticiens qui sont habitués à leurs gants, et puis aussi pour des raisons économiques, puisque les gants sans latex en chirurgie coûtent beaucoup plus cher que les gants classiques. Donc c'est aussi pour des raisons, j'allais dire, techniques, côté chirurgien ou praticien, et sur des côtés économiques. Donc en ce qui concerne la fabrication des gants en latex, que ce soit des gants d'examen, des gants d'intervention ou des gants de chirurgie, on extrait le latex d'un arbre et on utilise pour ceci une récolte des arbres. Ça se fait essentiellement en Malaisie. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle tous les gants sont fabriqués en Asie du Sud-Est, pratiquement pour le monde entier, parce que historiquement, on extrayait la matière première, le latex, de l'EVA, des plantations d'EVA en Malaisie, en Indonésie, etc. Et les usines de fabrication des gants ont été implantées en Asie du Sud-Est et bien sûr sont restées en place puisque ce sont d'énormes usines avec des investissements extrêmement lourds. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'usine de gants en Europe, ni aux États-Unis. Je crois qu'il y en a quelques-unes au Brésil où on trouve aussi du latex,
mais très très peu. Donc la plupart des gants du monde entier sont fabriqués en Asie du Sud-Est, Malaisie, Indonésie, euh, Chine aussi, bien sûr, et en Inde également. Donc le latex est récolté, on peut dire récolté entre guillemets, en faisant une incision dans les troncs d'EVA. Hein, c'est une EVA brésilienne qui ont été plantés là-bas dans des plantations et le latex s'écoule par la blessure qu'on a constituée dans l'arbre et il s'écoule dans des cupules et on récolte le latex par simple écoulement dans ces cupules à la base de l'arbre. Ensuite, le latex est centrifugé dans des usines pour éliminer une grande partie l'eau et obtenir un latex concentré, c'est-à-dire un lait assez concentré qui constitue la matière première et qui est la base de la matrice des gants latex. Alors, on verra aussi que ce procédé de fabrication est suivi après par un procédé qui s'appelle la vulcanisation. Hein. Ce n'est pas un procédé récent, puisque ça a été élaboré à la fin du 19e siècle, hein, y compris pour la fabrication, vous savez, des pneumatiques, des grands fabricants comme tous les grands fabricants de pneus. On connaît cette technologie très très bien, puisqu'ils en sont à l'origine, et c'est ce qu'on appelle les opérations de vulcanisation du latex afin d'obtenir un produit final solide, élastique. Le latex, la résine dans la cupule est relativement liquide, et pour en faire une matrice qui soit cohérente sur le gant, on a affaire à une opération de vulcanisation. Alors, cette opération de vulcanisation, elle concerne non seulement les gants en latex, mais aussi tous les gants en ce qu'on appelle caoutchouc synthétique ou élastomère. Que ce soit du polyisoprène de synthèse, alors vous avez déjà entendu parler peut-être de gants en polyisoprène de synthèse pour les gants de chirurgie, c'est exactement la même chose, la même matière quelque part que le latex, on reconstitue de façon artificielle le principe actif du latex, sauf qu'on en élimine une grande partie d'impuretés et on verra la responsabilité de ces impuretés dans les allergies. Et puis, on a aussi dans ces élastomères de caoutchouc un certain nombre d'élastomères comme le nitrile, les gants nitrile que vous utilisez, les gants néoprène aussi, qui sont souvent utilisés en chirurgie. Alors pour ça, on fabrique des matières premières, alors que ce soit du latex naturel traité par centrifugation, etc. On va y ajouter, comme pour ces résines-là, les résines synthétiques, pour procéder à la vulcanisation, on va ajouter des différents composants. Alors, je vous explique sur le petit schéma d'à côté, là où vous verrez ma souris, les polymères, les élastomères sont des chaînes longues qui sont indépendantes les unes des autres, qui constituent le polymère de base, qu'il soit latex naturel, qu'il soit polyisoprène de synthèse, qu'il soit nitrile ou néoprène. Et pour le rendre cohérent, on va établir des liaisons entre ces chaînes de façon à constituer un maillage et un réseau. Et le but est de faire un agent de faire une vulcanisation, c'est-à-dire d'apporter du soufre. On voit les atomes de soufre qui sont positionnés là, et de créer des liaisons sulfure. Alors il peut y avoir 1, 2, 3, 4 étages d'atomes soufre pour créer ce qu'on appelle des chaînes, des ponts sulfure qui retiennent les chaînes, qui relient les chaînes carbonées très longues les unes aux autres. Mais le seul avantage de ces liaisons sulfure, c'est qu'elles confèrent à la matrice des propriétés élastiques, puisque ce sont des liaisons qui sont souples et qui peuvent se déformer. Donc en fait, on peut tirer sur ces liaisons-là, alors qu'il ne sera pas possible de tirer sur ces chaînes-là, et ça rend une matière, du coup, élastique. Et c'est grâce à ces liaisons sulfure qu'on a une matrice élastique et une matrice qui sert à faire des gants qui sont conformables, élastiques, avec différentes tailles, bien évidemment, mais qui sont fabriqués de cette façon-là. Alors, cette opération de vulcanisation, l'apport de soufre, ça pourrait se faire de façon naturelle, j'allais dire, sur un temps très long. Et pour éviter de perdre du temps et de pouvoir produire relativement en masse les gants, on va ajouter des accélérateurs de vulcanisation qui sont des différentes molécules et on verra leur responsabilité dans certaines allergies un peu plus tard, mais au moins sachez qu'on ajoute dans entre guillemets dans la soupe liquide,
du soufre et des accélérateurs de vulcanisation. Ensuite, les formes en porcelaine ou en acier, mais c'est de plus en plus en porcelaine ou en résine, des résines synthétiques. On va faire des moules à la forme des mains et on fait des moules à la taille de la main, des moules 5-6, des moules 6-7, des moules 7-8, 8-9, etc., 9-10, hein, toutes les formes de mains. Il y a différentes formes de mains aussi, hein, parce que selon les populations, on peut avoir des gants plus ou moins, des mains plus ou moins fines. Et donc ça, c'est les fabricants de gants, les sous-traitants qui fabriquent les gants, qui sont dans les grosses usines, ont différentes chaînes. Parfois, ils ont une chaîne pour la taille S, une chaîne pour la taille M, etc. Et ça se fait en continu. Ce sont des lignes de production qui font peut-être parfois 100, 200, 300 mètres de long, hein, et qui sont couvertes de moules. Et on va mettre les moules, les faire tremper dans la solution dans laquelle on a la matrice de polymère synthétique, dans laquelle on va ajouter du soufre et des accélérateurs de vulcanisation. Et ensuite, en ressortant, quand la chaîne ressort du bain, la matière est, j'allais dire, solidaire du moule. On va chauffer le moule avec le gant préformé dessus et on va le chauffer de façon à concrétiser la vulcanisation et rendre la matrice, créer les ponts de sulfure et créer une matrice qui est cohérente qu'on pourra démouler après une opération de soufflage en production. Alors le démoulage sur les moules se fait soit de façon manuelle, d'ailleurs dans les usines, il y a des opératrices qui démoulent les mains à la main, des opérateurs ou des opératrices, pardon, et aussi ça peut se faire de plus en plus chez certains sous-traitants de façon automatique. À la fin du processus, on obtient une matrice élastique conformable et étanche. Et des moules en forme de main sont ensuite trempés dans la matrice élastique, puis chauffés jusqu'à l'obtention du gant. C'est ce qu'on a défini. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une opération de vulcanisation. Donc on part des gants en élastomère ou en caoutchouc synthétique, mais même en latex, c'est exactement le même procédé de fabrication. Il y a toujours une opération de vulcanisation entre les chaînes carbonées longues et les atomes de soufre avec traitement de chaleur et des accélérateurs de vulcanisation. J'espère que c'est suffisamment clair. Pour les gants en polymère thermoplastique, là c'est un autre procédé. En fait, c'est les gants que vous utilisez assez souvent, par exemple en gants d'examen, ce sont des gants. En France, on utilise beaucoup de gants vinyle, du vinyle plus ou moins élastique. Hein. Il y a du vinyle et du vinyle soft, avec bien sûr pour tous les gants des manchettes. J'ai pas dit tout à l'heure, mais selon l'opération de trempage dans les moules, des moules dans la solution, hein, on va avoir, si on trempe plus ou moins, on va avoir des gants de différentes longueurs de manchettes. C'est tout simple. Et forcément, plus la manchette est longue, plus on est obligé de mettre de matière pour éviter que le gant se démoule difficilement. Et donc, voilà la raison pour laquelle les gants à manchette longue sont souvent plus épais et n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Pour la fabrication des gants en thermoplastique, c'est exactement le même procédé de moulage autour de formes de mains en porcelaine ou en résine, mais là, on va utiliser des matières qui sont fusibles. Alors, on va utiliser par exemple du PVC, vous avez déjà entendu parler du polychlorure de vinyle. Polychlorure de vinyle, c'est tout simplement un polymère. Polymère, c'est un monomère qui est du chlorure de vinyle. Ça, c'est la formule chimique du chlorure de vinyle. Un polymère, c'est l'association N fois de cette molécule qui est représentée là en 3D et qui est accrochée. Et puis après, en version 3D, tridimensionnelle, on a une vraie matrice avec, vous voyez, une cohérence tridimensionnelle de ces chaînes. Alors là, on ne va pas fabriquer de la même façon. C'est le PVC, c'est une matière qui est normalement solide, enfin, c'est-à-dire c'est dur. Hein. Les tubes en PVC, c'est rigide. Donc le PVC, une fois qu'il est polymérisé, il est rigide. Et avant la polymérisation, pour fabriquer des gants, on rajoute dans le bain qui va servir à fabriquer les gants, qui est chauffé hein, pour le rendre fusible, on rajoute des plastifiants. Les plastifiants, ce sont des molécules. Alors historiquement, on utilisait du DEHP. Maintenant, on remplace de plus en plus ces produits qui en France sont pratiquement interdits hein, par des composants moins toxiques comme le DINCH, le TOTM ou le DEHT. Ce sont des molécules organiques qu'on rajoute dans la matrice PVC de façon à rendre le PVC la matrice souple. Hein, ça limite un certain nombre de liaisons entre les atomes et donc ça donne des ponts qui permettent de rendre la matière souple. Ceci
est fait dans un bain à chaud pour le rendre fusible. On moule de la même façon que tout à l'heure. Les moules, on les fait tremper dans la sauce de PVC avec plastifiant. Et bien sûr, il y a des agents complémentaires, on peut mettre des colorants, des choses comme ça. Et on va ensuite le sécher de façon à réaliser des gants qui seront démoulés de la même façon, soit manuellement, soit automatique, sur les moules et qui seront après rangés dans les boîtes. Alors, les conditionnements se font de façon pareille, automatique ou manuellement, selon les usines et les sous-traitants auxquels nous avons affaire. Les gants en polychlorure de vinyle et les gants en polyéthylène. Polyéthylène, c'est aussi un thermoplastique et on va avoir exactement les mêmes procédés de fabrication avec du polyéthylène, des adjuvants de plastification, éventuellement des colorants, et puis une façon, on chauffe le bain, on fait tremper les gants dedans, on les sèche ensuite, et on a un gant qui se démoule à partir de la forme qui a été réalisée selon les tailles, etc., et selon les longueurs de manchette. Voilà en bref les explications pour la fabrication des gants, aussi bien en latex, aussi bien en élastomère synthétique, polyisoprène synthétique, nitrile, néoprène, et puis les gants vinyles qui sont des thermoplastiques ou polyéthylène, vinyle, polychlorure de vinyle ou polyéthylène qui sont fabriqués plutôt par fusion d'une matière de PVC ou de polyéthylène et séchage. Voilà pour la partie fabrication, mais ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses quant aux allergies. Alors, une allergie, pour vous rappeler, c'est une réaction exagérée ou inappropriée de l'organisme au contact d'une substance étrangère. Il s'agit de la réponse immunitaire. Alors, l'antigène, qui est une substance étrangère à l'organisme, qui déclenche la réaction immunitaire, et si cette réaction immunitaire est exagérée ou inappropriée, l'antigène est alors appelé un allergène. Donc, si l'antigène, il est, dégradé de façon naturelle par l'organisme sans réaction exagérée, ça va être un antigène phagocyté, éliminé, soit par des anticorps, soit par une voie cellulaire, et puis tout s'arrête, et tout est bien. Par contre, quand il y a une réaction inappropriée, à ce moment-là, l'antigène, on l'appelle alors allergène, parce qu'il va y avoir un phénomène d'allergie. L'anticorps, ça me rappelle des souvenirs, bien sûr, de biologie et de biochimie. Hein. L'anticorps, c'est la substance qui est produite par l'organisme lorsqu'il se trouve en contact de l'antigène. Donc, c'est, entre guillemets, alors on peut pas appeler ça l'antidote, mais c'est le contraire de l'antigène et c'est l'anticorps. Et c'est un petit peu compliqué, le mécanisme immunitaire, mais on va essayer de le simplifier au maximum dans cette présentation. Alors, l'organisme a deux manières de répondre au contact d'un antigène. Un antigène, et on va dire un antigène classique. Soit il y a la production d'anticorps, c'est le cas de l'immunité humorale. Donc, par exemple, une vaccination, c'est l'immunité humorale, puisque on va créer, l'organisme va fabriquer des anticorps dirigés contre l'antigène, et voilà, le principe est celui-ci. Donc, quand ça s'arrête au stade antigène-anticorps, en fait, on est immunisé, mais on n'a pas forcément d'allergie. Et quand, par contre, la réaction devient beaucoup plus importante, là, on parle d'allergie et d'allergène. Et en fait, quelque part, la réponse immunitaire est un peu débordée, et on le verra par la suite. La deuxième façon d'éliminer un antigène, c'est une sensibilisation. Certains antigènes sensibilisent certaines cellules, souvent les lymphocytes, et on parle alors d'immunité cellulaire. Ça veut dire qu'en gros, la cellule, au lieu ne crée pas d'anticorps, mais elle va essayer de phagocyter l'antigène et de l'éliminer. Lorsque le système immunitaire réagit de manière trop importante ou inappropriée, il y a une réaction allergique. Donc, quand on est immunisé contre un vaccin, par exemple, généralement, heureusement, les études cliniques permettent de ne pas avoir d'allergie, mais ça peut arriver que certains individus, parce qu'il y a un terrain génétique ou familial ou un terrain des facteurs de comorbidité associés font que, ou d'autres pathologies font que l'organisme va répondre de façon différente d'un individu à l'autre. Une réaction allergique ne se produit pas lors du premier contact, ça c'est important. C'est jamais lors du premier contact avec la substance responsable que l'allergie va se développer. Il y a dans les deux cas, que ce soit de l'immunité humorale ou de l'immunité cellulaire,
Le premier contact, en général, se traduit sans aucune réaction particulière, en tout cas sans allergie, et c'est avec le contact répété ou à partir du deuxième contact, voire au-delà, que la réaction allergique va survenir. Alors l'allergie de type 1, déjà, il faut savoir que cette allergie de type 1, elle est uniquement liée pour les gants, ce qui concerne les gants médicaux, d'examen, ou chirurgie ou d'intervention. Les gants, les allergies de type 1, qui sont les plus graves, sont uniquement inféodées aux protéines naturelles du latex. L'allergie de type 1 correspond à l'allergie immédiate. Alors là, on a bien vu tout à l'heure qu'une allergie de type 1, on a la production d'immunoglobine, c'est de l'immunité humorale, et donc on a production d'immunoglobine, ce sont des anticorps qui sont capables de se fixer sur certaines cellules. Donc on va estimer que le premier contact avec l'allergène, si on estime que ceci est un antigène et que c'est de l'allergène, il va y avoir la fabrication de ces immunoglobulines, dans la circulation, et elles vont se lier à certaines cellules. En l'occurrence, c'est souvent des mastocytes qui vont être impliqués dans cette réaction. Et lors du deuxième contact, donc le premier contact, c'est la sensibilisation, création des anticorps, aucun symptôme. Donc ça, c'est généralement la situation. Et ensuite, lors d'un second contact, il y a une manifestation clinique qui dépend des individus. Alors c'est plus ou moins élevé, plus ou moins fort, mais en général, c'est une allergie qui se manifeste de façon immédiate, c'est-à-dire entre 5 et 30 minutes après le contact avec l'allergène. Et là, ce qui se passe, c'est que l'agent va aller se fixer sur les immunoglobulines qui sont en surface de cellules maintenant, et elles vont entraîner une réaction plus ou moins importante de dégranulation de la cellule, et on va avoir émission, alors c'est très variable suivant les individus, de médiateurs tels que les médiateurs qui sont souvent, de l'histamine, de la sérotonine, des protéases, qui sont responsables parfois d'allergies très importantes, voire très graves. Donc ça, ces allergies de type 1, les gants, sont uniquement liées aux protéines de latex naturel. Donc cette réaction qui intervient au bout de 5 à 30 minutes, elle peut avoir différents stades. Les stades réaction allergique systémique, de toute façon c'est toujours systémique. Il peut y avoir des réactions cutanées, plus ou moins importantes. Et ensuite, des réactions cutanées un peu plus ennuyeuses, des types urticaires. Ça peut aller jusqu'à des syndromes de nausées, vomissements, etc., diarrhée, syndrome digestif. Ensuite, un stade 3, où il peut y avoir des symptômes au niveau des voies aériennes, de la dyspnée, de la dysphagie. Ensuite, de l'asthénie, de la confusion, de l'angoisse, etc. Ça, c'est décrit dans la littérature de cette façon-là. Et ça, c'est l'anaphylaxie. Dès on a une réaction allergique systémique, par exemple globalisée à la surface du corps, un urticaire, puis on passe ensuite à un stade plus important, digestif, voie aérienne, et ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique, c'est-à-dire jusqu'au décès d'un patient, s'il n'y a pas de traitement. Alors généralement, maintenant, quand on a des phénomènes d'allergie aussi graves, les gens à qui c'est arrivé, alors ça peut être pas forcément avec des gants, c'est aussi avec d'autres allergènes. Il y a par exemple les fruits à coque chez certains individus, des choses comme ça. En général, les parents, pour leurs enfants, ont des injecteurs d'adrénaline de façon à pouvoir réagir très vite en intramusculaire. Donc voilà, c'est le traitement, j'allais dire, d'urgence, et ça arrive chez les enfants qui sont allergiques à certains composants, qu'on ait ça en permanence sur soi pour éviter le choc anaphylactique qui peut être mortel. Donc ces allergies, elles sont quand même relativement croissantes et elles concerneraient, selon la littérature, selon les articles, les allergies vraies aux protéines de latex, entre 3 et 17% des personnels de santé. Alors je pense qu'il faut rester raisonnable, il y a plus d'articles de littérature qui indiquent autour de 2,5 à 3, 4%. 17%, c'est dans certains articles,
mais il faut le citer puisque certains le citent et ça dépend sans doute des facteurs génétiques et de l'origine des populations aussi. Il y a des populations plus ou moins sensibles à ces allergies au latex. Cette allergie croissante de certains hôpitaux, tellement il y a un caractère de gravité éventuelle, c'est très rare, mais quand c'est une vraie allergie aux protéines de latex, c'est grave. On a des hôpitaux qui ont décidé d'aller sur l'hôpital sans latex et d'éliminer complètement, à 100%, les gants en latex, par exemple, les sondes urinaires en latex, etc., parce que ça concerne l'allergie au latex peut concerner aussi les patients. Et par exemple, en néonatologie, il y a plusieurs établissements de santé en France qui ont décidé, en néonat, par exemple, de ne plus avoir du tout de latex, ni de gants latex, etc. Alors, il y a des alternatives. On a revu l'allergie de type 1, qui est liée aux protéines de latex, donc aux gants latex naturels. Cette allergie ne concerne absolument pas les gants en élastomère synthétique, tels que le polyisoprène synthétique, ni le nitrile, ni le néoprène, par exemple. Et bien sûr, ne concerne pas les gants en vinyle ou en polyéthylène, puisqu'il n'y a pas de protéines de latex dans tous ces gants. Vous voyez, c'est relativement restreint, mais on a tellement utilisé de gants en latex sur la planète qu'il y a eu un certain nombre de cas décrits et qu'on se méfie de cette substance maintenant. Alors, dans la production aussi, sachez qu'il y a un taux dans les gants latex, les normes européennes imposent qu'il y ait un taux résiduel de protéines qui soit extrêmement faible. Et on a des techniques pour déprotéiniser les gants, en particulier avec des traitements par chlorination, des choses comme ça. Ça permet d'enlever beaucoup de protéines de latex. C'est pour ça que vous entendez parler de gants de chirurgie chlorinés de façon à limiter énormément le taux résiduel de protéines de latex. Il est clair que plus on diminue cette quantité résiduelle, moins il y a le risque d'allergie, mais il subsiste quand même chez les personnes extrêmement sensibles. Voilà. Nous avons à peu près fait le tour de l'allergie de type 1. L'allergie de type 4, liée aux gants, bien évidemment, parce qu'on ne va pas décrire toutes les allergies de la planète, de type 4 liées aux gants, elles sont liées souvent à des substances chimiques, dont les fameux accélérateurs de vulcanisation que nous avons vus tout à l'heure. Alors, contrairement à l'allergie de type 1, l'allergie de type 4 est une allergie de type retardé. C'est-à-dire qu'elle apparaît au bout de 24 à 72 heures et elle est, j'allais dire, plus décalée dans le temps. Elle est souvent moins étendue, beaucoup moins étendue que l'allergie de type 1, puisqu'elle n'est pas systémique. Elle va agir de façon locale. Cette allergie diffère de la précédente car elle n'implique pas les anticorps. C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, elle n'est pas, j'allais dire, systémique, c'est-à-dire sur l'intégralité de l'organisme. Elle induit le recrutement local, donc c'est vraiment une réaction locale, de cytokines et des chimiokines des lymphocytes. Comme de l'allergie type 1, elle a besoin d'un premier contact avec l'antigène pour qu'il y ait une sensibilisation et une phagocytation de lymphocytes T4 spécifiques de l'antigène. C'est-à-dire qu'on a des populations de cellules qui se développent pour se diriger directement contre l'antigène sans production d'anticorps. Donc, allergie de type 1 immédiate, 5 à 30 minutes. Allergie de type 4, type retardé. L'autre est généralisée, elle est systémique. Celle-ci est retardée, elle est localisée, elle apparaît au bout de 24 à 72 heures. Alors, elle agit aussi de façon, cette allergie, parce qu'il y a une accumulation de macrophages qui aboutissent à une libération de produits lytiques qui causent les lésions tissulaires. Et c'est là où on va avoir apparaître des phénomènes cutanés, localisés, mais quand même présents au milieu. Cette hypersensibilité se traduit majoritairement par une atteinte cutanée, le plus souvent une dermatite de contact allergique. Donc ces dermatites, elles sont, vous voyez, il y a quelques photos là qui les montrent bien. Donc ça peut être quand même relativement, j'allais dire, invalidant ou au moins handicapant, surtout quand on est professionnel de santé et qu'on est obligé de mettre des gants chaque jour en permanence. Donc ça n'est pas négligeable, c'est moins grave qu'une allergie de type 1, qu'un choc anaphylactique, mais vous ne pourrez pas avoir de choc anaphylactique avec des gants en nitrile ou en polyisoprène synthétique ou en vinyle ou en polyéthylène, parce qu'il n'y a pas de protéines de latex. Là, par contre, sur tous les gants en élastomère de synthèse, il est tout à fait possible, comme avec des gants latex d'ailleurs, d'avoir ces phénomènes d'allergie de type 4, puisque c'est souvent les allergènes qui sont les plus concernés par ces allergies de type 4, ce sont les accélérateurs de vulcanisation, qui
sont nécessaires, bien sûr, pour accélérer le processus de vulcanisation avec les ponts disulfure ou les ponts sulfure entre les fibres, hein, sinon on n'aurait pas de gants. Et on a un certain nombre d'agents qui ont été utilisés. Alors, on a utilisé des thurames, on a essayé des produits qui sont plus ou moins allergisants. Aujourd'hui, pratiquement tous les fabricants utilisent majoritairement des dithiocarbamates, qui sont sans doute les accélérateurs de vulcanisation les moins allergisants, en tout cas moins allergisants que les autres, mais ça n'empêche qu'il puisse y avoir des allergies à ces produits-là aussi. Il y a, pour les gants en thermoplastique, il peut y avoir des sensibilisations aussi à mener, par exemple, par le bisphénol A, qui est utilisé, il manque un mot, qui est utilisé, excusez-moi, qui est utilisé avec, par exemple, comme antioxydant, ce produit de bisphénol A. Et puis aussi, certains gants sont colorés. Alors, c'est très bien que au niveau pharmaceutique, moins on met de colorants, mieux, plus on est content, mais pour des raisons soit marketing, soit autre. Aujourd'hui, on fait des gants de toutes les couleurs, mais c'est une source aussi allergie. Donc, mais ça permet aussi de distinguer des gants selon les domaines, selon l'utilisation, etc. Donc, c'est un avantage certain. Donc, puis c'est parfois plus joli. Voilà. Donc, voilà les principaux responsables des allergies de type 4. Ce sont les accélérateurs de vulcanisation qui entraînent, vous voyez, des syndromes qui sont quand même extrêmement gênants pour les patients qui sont concernés. Alors, on va pas les apprendre par cœur, bien évidemment, mais vous voyez que pour la fabrication des gants, on peut utiliser de nombreux allergènes, hein, et souvent, ce sont les produits. Alors, je les ai mis ici pour mémoire, hein, si vous cherchez à les retrouver, vous pourrez voir qu'il y a un certain nombre de composants qu'on utilise pour la fabrication des gants qui peuvent être utilisants. Alors, la troisième partie, donc je pense que jusqu'alors j'ai été à peu près clair, qui est à la fabrication des gants. Nous avons les gants latex qui peuvent entraîner deux types d'allergies, des allergies de type 1 liées aux protéines et des allergies de type 4 liées aux accélérateurs de vulcanisation. Très bien. Pour les gants synthétiques en élastomère, on peut avoir des allergies de type 4 qui sont principalement dues aux accélérateurs de vulcanisation. Puis enfin, on a les gants en thermoplastique et thermoplastique, qui sont les gants vinyle ou polyéthylène, eux qui n'ont pas recours à des accélérateurs de vulcanisation et qui, bien sûr, n'ont pas de protéines de latex. Alors, outre les allergies, il peut y avoir aussi des phénomènes d'irritation. Et on a, nous, en tant que, j'allais dire, leader de la fabrication de gants sur le territoire français, on a aussi parfois des réclamations concernant des irritations provoquées par les gants médicaux. Et parfois, ce n'est pas forcément lié aux gants. Il y a tout quelque chose qui est important à voir toujours, et toujours quand il y a des allergies, ça va permettre d'établir tout à l'heure la stratégie vis-à-vis des allergies aux gants. Il faut toujours avoir en tête qu'il peut y avoir des dermatites de contact par irritation non liées à l'hypersensibilité, allergie de type 1 ou de type 4 aux gants, mais à des phénomènes irritatifs causés par des produits chimiques utilisés dans le milieu médical, tels les désinfectants, les savons antiseptiques, les solutions et gels hydroalcooliques, etc. Donc c'est vrai que les mains des soignants sont confrontées à beaucoup d'expositions, soit aux gants et bien sûr aux substances qui les contiennent, les protéines de latex pour des gants latex, les accélérateurs de vulcanisation pour les gants en élastomère, synthétiques ou naturels. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres agents comme les désinfectants, les savons, les antiseptiques, etc. Alors, ces réactions d'irritation, elles sont souvent augmentées par des facteurs physiques comme la durée du contact, les mécanismes de friction et l'humidité. La transpiration sous les gants, elle augmente sensiblement la sensibilité des mains et elle peut entraîner aussi des phénomènes d'érythème, de prurite, d'édème local et puis à la longue de liquéfaction. On dit liquéfaction, vous voyez par exemple quand la peau commence à faire des petites strates desséchées, c'est un peu comme le lichen sur des arbres et on a des mains extrêmement abîmées. Alors ça entraîne parfois, hein, que ce soit des allergies de type 4 ou des phénomènes d'irritation. Il faut parfois avoir recours à des prescriptions, l'arrêt de l'exposition
aux gants, par exemple, ou aux produits, etc. Il faut parfois changer de produit pour comprendre quelle est l'origine des produits, parce que c'est pas toujours facile à identifier. Hein. Quand on est chez un particulier, c'est facile, on utilise généralement un savon, c'est toujours le même, etc. Donc si on est allergique, on suffit de changer de savon. À l'hôpital, c'est beaucoup plus compliqué, puisque on va utiliser des désinfectants de surface, des gels hydroalcooliques, des savons, des désinfectants de l'instrumentation, etc. Donc, et puis des gants de divers et variés. On va être exposé à un panel de produits qui permettent de... C'est un peu compliqué parfois pour faire le discernement, pour avoir du discernement quant à l'origine des allergies. Mais on y arrive, on y parvient. Alors, les facteurs qui aggravent bien sûr l'irritation, c'est les mains dans l'eau plus de 2 heures par jour, le port des gants prolongés, supérieur à 2 heures par jour, mais c'est souvent l'apanage des soignants, hein. Les lavages fréquents des mains. Alors, c'est vrai aussi, j'allais dire dans l'industrie, hein, tout ça. Les gens qui portent des gants toute la journée sont soumis aux mêmes problématiques que les professionnels de santé, mais ils sont soumis à moins de produits irritants, agressants comme antiseptiques ou gel hydroalcoolique, etc. Peut-être pas en ce moment, mais c'est le cas. C'est le moment aussi d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, on est tous amenés à utiliser les gels hydroalcooliques et on sait tous qu'il y a des produits plus ou moins bien validés sur le plan bactériologique, virologique, etc. Et il y a aussi des formulations qui sont plus ou moins qualitatives et qui entraînent plus ou moins d'irritation des mains. Donc ça, chacun peut en faire l'expérience. Certains sont des produits plus à risque. Hein. Ce sont les désinfectants, les antiseptiques, hein, en particulier les ammoniacs quaternaires, les aldéhydes, les alcools. Les détergents contenant des tensioactifs, les hypochlorites alcalins aussi. Hein, les hypochlorites, c'est tout ce qui est eau de javel, etc. C'est agressif pour les mains. Et bien sûr, d'autres matières. Et certaines matières plastiques contenant des acrylates, parfois qui sont des adjuvants aussi des différents produits qu'on a cités ci-dessus. Alors, elle se caractérise par un érythème, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, un prurite et un œdème général, local. Pardon. Donc, vous voyez, peut-être, quand on voit les mains, là, là il y a les sources hein, de ces photos hein, qu'on n'a pas faites nous-mêmes et qu'on a pris dans la littérature. Donc, vous retrouverez. Vous voyez que les allergies sont un tout petit peu différentes hein, entre une allergie liée de type 4. C'est pas tout à fait la même réaction que quand on a des phénomènes d'irritation. Mais bon, je pense que c'est parfois pas toujours facile à distinguer. Pour le diagnostic de ces allergies, alors dans certains établissements, il est vraiment extrêmement important de pouvoir savoir si les agents sont allergiques, à quoi ils sont allergiques, et s'ils sont allergiques, par exemple, à des gants, il est intéressant de savoir à quelle substance ils sont allergiques. C'est ce que font les allergologues tous les jours dans leur cabinet. Hein. Ils traitent aussi bien des professionnels de santé, des professionnels de l'industrie, ou même des enfants, parce que les enfants sont plus particulièrement sensibles ou sensibilisés. Par exemple, les jeunes enfants sont extrêmement sensibles aux fruits à coque, aux noix de cajou, les cacahuètes, les noix de cajou, etc. Ça, ce sont des allergisants extrêmement importants chez les tout petits, et raison pour laquelle il est important de peut-être de les éliminer des tables des tout petits. Mais les allergologues savent très bien le faire, parce que quand il y a des accidents d'allergie importants, avec ces produits-là en alimentaire, il peut y avoir des allergies allergie de type 1 avec choc anaphylactique chez les tout petits. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être relativement prudent. Diagnostic de ces allergies. Donc, le b.a.-ba de l'allergie, hein, et ce que font aussi les hygiénistes, les médecins hygiénistes, les pharmaciens hygiénistes, etc., c'est qu'ils essayent de savoir quelle est l'origine. C'est lors d'un interrogatoire, alors médical, c'est un médecin, il peut y avoir un interrogatoire ou au moins un échange sur à quelle occasion vous avez rencontré cette difficulté, cette réaction. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt le produit de lavage des instruments? Est-ce que c'est plutôt le gel hydroalcoolique, le changement de gel hydroalcoolique, le changement d'antiseptique, le changement de désinfectant, de surface, etc. Ou est-ce que c'est par exemple le changement de gant? Par exemple, on passe d'un gant nitrile à un autre gant nitrile et il y a un phénomène de réaction. Si c'est concomitant,
il y a une possibilité que l'allergie soit liée à cette formulation de gants en particulier, puisque les gants sur le marché n'ont pas tous la même formulation. En ce qui nous concerne, nous, on fait attention dans la formulation, on fait attention à la formulation des gants qui nous sont fabriqués par nos sous-traitants en Asie, mais on regarde la formulation pour savoir quels sont justement les adjuvants de formulation qui sont utilisés. On sait très bien que ce qu'on disait tout à l'heure, les thiocarbamates sont moins ont des phénomènes de réaction plus ou moins importants par rapport à d'autres accélérateurs de vulcanisation. Donc, il est intéressant de faire l'interrogatoire parce que parfois on peut très vite trouver quelle est l'origine. Hein, c'est très rapide. C'est depuis que j'utilise tel produit que j'ai cette réaction-là. Si j'arrête le contact avec l'allergène et que ça s'arrête, bah, c'était bien l'origine de la cause. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, c'est ce que font les allergologues, c'est qu'ils vont utiliser ce qui s'appelle le prick test, c'est-à-dire qu'on va prendre des feutres, hein, et puis on va essayer de mettre des allergènes. Alors, pour les gants, par exemple, on va utiliser des allergènes de latex, de protéines de latex, très faibles à dose infinitésimale, ou des accélérateurs, par exemple, de vulcanisation, qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il y a des labos spécialisés qui font ce genre de tests, des allergologues spécialisés, et les médecins du travail en milieu hospitalier connaissent assez bien ceci et sont capables de prescrire ce genre d'examen. Le gros avantage de réaliser ces tests quand il y a une suspicion d'allergie aux gants, c'est de pouvoir dire oui, ce sont les gants en latex, donc cet agent-là, il ne doit surtout pas être en contact avec du latex, ou bien c'est aussi de l'aider dans sa future vie professionnelle, ou bien ce sont par exemple les adjuvants agents de vulcanisation, les accélérateurs de vulcanisation qui sont responsables de ces allergies. Et puis si c'est pas ça, bah, il y a de grandes chances que ce soit lié à des produits d'entretien et produits de friction hydroalcoolique et désinfectants de surface, etc. D'où le fait de confirmer l'interrogatoire peut-être par ces tests-là quand il y a une suspicion. Alors, dans un bloc opératoire, il faut savoir que des allergies au latex, dans le passé, comme on n'avait que des gants latex au bloc, c'était pas une cause parfois d'éviction du bloc de certains collaborateurs, hein, donc qui sont obligés d'arrêter leur job. Hein. C'est arrivé aussi à l'époque à des praticiens, avant qu'on trouve des gants sans protéines de latex, hein, des gants en polyisoprène synthétique ou des gants en néoprène, ou des gants en nitrile, hein, ceux-là permettent d'éliminer ce genre de réaction et de choc anaphylactique au latex, protéines de latex, mais c'est parfois compliqué et il faut parfois être à distance de tout allergène en latex, parce que plus on est en contact avec un allergène de latex, plus on a de risques de réaliser un choc anaphylactique. Et les professionnels de santé sont historiquement, en tout cas, lors d'une vie professionnelle, exposés très régulièrement. Puis il y a des gens qui passent leur vie professionnelle dans un bloc avec des gants en latex sans plus de réaction que cela. Il sera nécessaire parfois d'exclure des activités de soins ou du bloc opératoire ou des services, et puis d'être amené à reclasser les personnes pour d'autres missions dans l'établissement. Donc ça peut être, c'est relativement handicapant et il ne faut pas oublier non plus que ces phénomènes d'allergie ont un coût non négligeable dans les établissements, hein, puisque on l'estime, si on fait tout justement entre les arrêts de travail, les traitements, les tests, les examens complémentaires, etc., c'est souvent une allergie à des dérivés comme ça, estimée à plusieurs milliers d'euros. Alors après, c'est toujours sujet à caution ces analyses, mais ça n'est pas neutre dans l'exercice d'un établissement, ces phénomènes de maladies, enfin d'accidents, peut-être pas maladie professionnelle, mais d'arrêt et d'arrêt momentané de son activité. La prévention de ces allergies. Alors, la prévention de ces allergies, je dirais qu'elle repose majoritairement, de toute façon, dans tous les cas, on élimine majoritairement une allergie en éliminant le contact avec l'allergène en cause. C'est facile à dire, c'est simple, ça marche à 100%, mais il faut identifier quel est l'allergène en cause. C'est la raison pour laquelle on a recours parfois justement à ces identifications
et assez diagnostique. Pour éliminer les allergies aux gants, alors, il n'y a pas 36 solutions, il y a à peu près 4 voies techniques de prévention. Je ne parle pas de l'élimination des risques d'irritation liés aux produits chimiques contenus dans les formulations de liquides hydroalcooliques, de désinfectants de surface, etc. Je n'apporte pas du tout cette question-là ici sur la prévention, si ce n'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est éventuellement, si on identifie que c'est en changeant de produit, etc., c'est changer à nouveau de produit ou éliminer le produit qui a été responsable de ces allergies. Pour les gants, il existe 4 voies techniques de prévention. Donc déjà, quand c'est une allergie vraie aux protéines de latex, il faut vraiment éliminer les gants en latex. Aujourd'hui, il y a plusieurs établissements en France qui ont éradiqué tous les dispositifs médicaux et tous les matériels en latex. D'ailleurs, c'est désormais une mention obligatoire sur tous les dispositifs médicaux. Il y a un petit logo, j'aurais pu le rajouter, un petit logo qui a une certaine forme un peu en goutte inversée dans laquelle c'est indiqué latex. Quand vous voyez ce logo-là, c'est qu'il y a du latex. Certains fabricants, quand il n'y a pas de latex, objectent ce logo. C'est pas tout à fait bien toléré en France, puisqu'on préfère soit mettre le logo positif quand il y a du latex, soit ne pas mettre de logo. Ça veut dire qu'il y en a pas. Et c'est la responsabilité du fabricant. C'est plus simple. C'est plus lisible, sans ambiguïté. Donc, s'il y a du latex dans un dispositif médical, il doit y avoir le logo latex, qui est normalisé de façon internationale. Donc, on élimine les gants en latex au profit des gants en élastomère synthétique. Ça veut dire qu'on peut continuer à travailler quand même. On a une solution. On enlève tous les produits qui ont des protéines de latex libres. Et on va utiliser soit un polysoprène synthétique, soit un thermoplastique. Alors, quand on travaille en chirurgie, malheureusement, on n'a pas de choix. On ne peut pas travailler avec des gants vinyles au bloc opératoire en chirurgie. Donc, on travaille forcément avec des produits de remplacement du latex et on utilise du polysoprène synthétique ou du néoprène, par exemple. Il y a d'autres formulations également, mais ce sont des élastomères thermoplastiques qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui ont l'avantage de ne pas comporter de protéines de latex. Alors, ces produits de substitution n'empêchent pas le risque d'allergie de type 4, on l'a vu, aux accélérateurs de vulcanisation, parce qu'ils sont souvent, ces élastomères, constitués de subissent forcément une vulcanisation, la plupart du temps, avec des accélérateurs de vulcanisation qui vont être responsables de ces allergies de type 4. Ensuite, on va avoir la possibilité, pour des allergies de type 4 ou des phénomènes d'irritation importants, qui sont aigus, de soulager les soignants en utilisant un sous-gant en polyéthylène. Ça fonctionne assez bien. Nous, on produit aussi des gants en polyéthylène en France, à Rambouillet. On a une usine dans laquelle on fabrique nos gants en polyéthylène et ça permet, ces thermoplastiques-là sont vraiment le polyéthylène est pratiquement neutre vis-à-vis des réactions cutanées et ça permet d'isoler la barrière. Ça constitue une barrière d'isolation entre la peau et le gant, de quelque matière qu'il soit. Alors, on ne le préconisera pas pour du latex, pour des gens allergiques à des protéines de latex, ce serait trop dangereux, mais pour des gens qui sont allergiques à des accélérateurs de vulcanisation ou même à d'autres substances sur les gants, ça peut être une solution au moins temporaire, de façon à ce que l'épiderme reconstitue sa barrière naturelle et, soit indemne de toutes les lésions. Donc, on met son sous-gant en polyéthylène et par-dessus, on va rajouter un gant latex, un gant nitrile, etc. Le responsable de l'allergie de type 4. Il existe aussi une façon de réduire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de choisir de substituer des allergènes comme les thurables, qui sont très allergisants, par des allergènes ayant de plus faibles pouvoirs d'allergisants. Et ça, c'est pas vous qui pourrez le faire, c'est dans le cadre de la formulation des gants, et c'est aux fabricants de tenir compte de la composition chimique des gants pour pouvoir limiter ces risques au maximum. Donc ça fait partie de notre métier. Il y a éliminer les gants latex au profit de gants élastomères, c'est votre métier. De mettre des sous-gants, ça peut être votre métier aussi. Par contre, substituer les allergènes dans les formulations, ça c'est notre job et c'est à nous de veiller à ceci. Il y a sur certaines procédures d'appel d'offres publics, souvent on nous demande la formulation des gants et ça sert aux particuliers à identifier quels sont
éventuellement les compositions qui ont un pouvoir allergisant plus important que d'autres pour choisir plus favorablement un gant par rapport à un autre. Et puis, il y a une quatrième possibilité aujourd'hui qui nous est offerte, qui concerne principalement les gants nitriles. Ce sont des gants sans accélérateur de vulcanisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle, vous verrez ça, sans accélérateur de vulcanisation. Alors c'est marqué en général sur les gants accélérateur free, et ça concerne les accélérateurs de vulcanisation, les produits que nous avons vus tout à l'heure qui accélèrent le process de vulcanisation en unité de fabrication. Alors, il y a des exemples proposés par les fabricants. Alors nous, on en a bien sûr une. Et vous voyez, on va le regarder, proposer une gamme de gants à la fois sans latex et sans accélérateur de vulcanisation. Par exemple, ce sont des gants nitriles sans accélérateur qui ont une aussi bonne protection qu'un gant nitrile classique, haute protection contre les micro-organismes et niveau le plus élevé de catégorie pour la perméation des produits chimiques. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gants qui circulent sur le marché compte tenu des difficultés d'approvisionnement et que tous ne sont pas complètement validés, en particulier contre les micro-organismes tels que les virus Covid-19. Et ça nécessite des tests particuliers pour justifier de la protection vis-à-vis des virus, et en particulier le virus du Covid-19. Donc ça, c'est important. Donc ces gants, ils ont cette protection, ce niveau de protection élevé, et pour la perméation des produits chimiques, et pour les molécules de chimiothérapie, et aussi pour les micro-organismes, bactéries, levures et virus. Et ça nécessite d'avoir des rapports de tests qui sont importants. J'ai fait un autre webinaire que vous pouvez trouver sur notre site qui, justement, était à propos de la réglementation des gants et des normes, et qui explique tout ceci de façon beaucoup plus acérée. Alors là, vous voyez, tout à l'heure, on avait entre les chaînes de molécules organiques qui constituent la matrice des gants, on va avoir, à la place des ponts disulfure, des ponts sulfure qu'on avait tout à l'heure, on va avoir des groupes, alors c'est de la chimie, mais on va avoir des liaisons ioniques et on va supprimer le soufre. Et donc, on n'a plus besoin de mettre dans la solution des accélérateurs de vulcanisation, puisqu'on a un procédé qui est plus physico-chimique, donc des plus et des moins, vous avez quelques souvenirs de chimie, qui permettent de faire des liaisons ioniques qui donnent la cohésion au gant, mais sans soufre et sans accélérateur de vulcanisation pour accélérer le processus. Ces gants sans accélérateur sont sur le marché désormais et sont disponibles. Alors, ils ont parfois l'inconvénient, c'est qu'ils coûtent généralement un tout petit peu plus cher que les gants nitriles classiques. Et il faut savoir que quand on a des phénomènes d'allergie de type 4 avec des gants nitriles, par exemple, on peut les éliminer en utilisant ces gants sans accélérateur. Voilà, ça réduit le risque d'allergie cutanée. Là, on supprime le latex, les protéines de latex, les accélérateurs de vulcanisation et ils améliorent sensiblement le confort d'utilisation dans des soins et une protection élevée contre les virus, bactéries, champignons, chimiothérapie, etc. Ce sont des gants qui se protègent très très bien. En l'occurrence, pour didactique, on a choisi de faire ces gants une autre couleur, de façon à éventuellement les faire porter uniquement aux agents qui ont des phénomènes d'allergie de type 4, avec des gants nitriles par exemple. Et ça permet d'identifier qu'il y a deux couleurs différentes pour pouvoir éventuellement les réserver à certains praticiens. Voilà pour ce webinaire, le contenu. C'est un peu dense, je sais, vous pourrez le retrouver bien sûr sur notre site internet. Et puis si vous étiez vraiment intéressé sur justement ce dossier sur les allergies, on a le même type de dossier pour la réglementation sur les gants. Sachez qu'on a à votre disposition des dossiers technico-scientifiques qui sont réalisés chez Didactique pour justement donner un aspect qualitatif et savoir choisir en toute intelligence ces produits. Voilà, je vous remercie. On va sans doute aborder des questions, s'il y a des questions. Alors, je ne sais pas si vous utilisez excusez-moi, j'étais en train de chercher je vais essayer de le retrouver. Donc, éventuellement, on peut regarder si vous avez des questions particulières. Alors,
Peut-être on peut vous poser aussi quelques questions comme ça pour bien vous en souvenir, hein. Je voulais savoir si vous aviez des questions en particulier. Alors, juste pour rappel, hein, le procédé de fabrication, puisque j'ai cette question, quel est le procédé de fabrication des gants nitri sans accélérateur? Eh bien, entre les polymères, on remplace exactement là les, j'allais dire les chaînes de ponts sulfure par des ponts sulfure par des liaisons ioniques, comme on a pu le voir par ces liaisons ioniques, hein. Je reprends un peu la présentation pour que vous l'ayez à l'écran. Euh, je regarde s'il y avait d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Ça, c'est toujours le même. Quels sont les accélérateurs de vulcanisation? On l'a vu, hein, ce sont des substances chimiques, parfois à base de zinc, hein, parfois des thiocarbamates, parfois des benzothiazoles, des thiazoles, etc. Donc, vous voyez que ce sont les produits qu'on utilise pour procéder à la vulcanisation. Ça, c'est quelque chose d'important. Je regarde si j'ai d'autres questions à nouveau. Non, je pense que c'est OK, hein. Écoutez, j'espère que cette formation vous aura intéressé, hein. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un formateur professionnel. Bon, je pense que j'ai quelques connaissances à dispenser, hein. Et puis, nous, le but de ces webinaires, c'est aussi de faire partager notre expérience, j'allais dire, notre expérience d'industriel et de professionnel de santé. OK. Écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires, puisqu'on est amené à en préparer d'autres. Vous trouverez les supports sur notre site internet et si vous le souhaitez, il n'y aura pas de problème. Pour les récupérer, vous nous contactez, même sur notre site, il y a moyen de les récupérer. Et ils seront sur le site aussi d'Invivox dans le principe. Merci à tous et puis très bonne soirée. À bientôt.